Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Aude Vernuccio pour les régions, Samuel Etienne pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Guillaume Janton qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Allez, on commence par vos quotidiens nationaux. Beaucoup de vœux, de souhaits dans le Parisien aujourd'hui en France, pas seulement ceux de François Hollande, décryptés, mais ceux en premier lieu des représentants du culte. Le cardinal André XXIII qui bannit le chacun pour soi et qui appelle à plus de bienveillance. Même constat chez le père Bardet, évêque de Briançon. Dalil Boubaker, au nom des musulmans, appelle à la détermination de chacun pour éloigner la terreur fanatique en la bannissant de toutes les nations civilisées. Pour le grand rabbin Corsia, il faut retrouver notre union dans la joie. Et comme le dit la formule de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, que finissent les vicissitudes et que débutent les bénédictions. Et puis aussi gagner l'Euro de football, c'est important pour le rabbin Corsia. Justement, quant à l'équipe, elle titre 2016, c'est parti. En effet, quel que soit le sport, l'année qui commence va être riche en compétition. Puis j'aime bien ce top 10 en pages 2 et 3, l'équipe de foot type de l'année 2015. Ils écrasent la planète. Parmi eux, Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, point commun, tous au FC Barcelone. Voilà, donc ça c'est fait. Il y a quand même Thiago Silva quand même au prix où coûte le PSG. Et puis Neuer, bien sûr, le géant gardien du Bayern, imbattable. Allez, Aude Vernuccio, la une des régions, là une multitude de vœux. Oui, on commence avec le quotidien Le Vaucluse qui vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016. Bonne année aussi de la part de l'Indépendant catalan, mais plutôt 170 fois qu'une. Et oui, la première édition du journal date du 1er janvier 1846. Le Progrès, quant à lui, s'interroge déjà sur la saison prochaine, un brin pessimiste. Après la chaleur de 2015, allons-nous avoir un printemps pourri en 2016 ? L'histoire du jour, après avoir bu et bien mangé, on recycle, c'est dans le phare de Ré. Oui, plusieurs associations se mobilisent sur l'île de Ré et aux alentours afin d'apprendre quelques gestes simples aux habitants, comme l'association D'une Attitude qui collecte les sapins de Noël. Vous allez me demander, que vont-ils en faire de ces sapins ? Que vont-ils en faire de ces sapins ? Eh bien, tout simplement les déposer sur la plage pour préserver la côte. Les branches vont retenir le sable et combler les creux dans les dunes. Rendez-vous donc le 15 janvier à Saint-Clément et aux Portes pour venir déposer tous vos sapins. La petite anecdote, c'est que cette association écolo va jusqu'au bout de ses principes pour acheminer ces sapins de Noël. Pas de camions polluants ou de véhicules, mais bien un troupeau d'ânes. Alors Aude, je crois savoir que sur l'île de Ré, on recycle aussi les coquilles d'huîtres. Oui, la commune a même acheté des sacs spéciaux disposés un peu partout dans la ville. Une société de la région se charge ensuite de les récupérer, de les broyer. Une fois cette matière séchée et concassée, elle est transformée en une sorte de poudre très riche en minéraux. Il s'agit d'un excellent complément alimentaire pour les poules pondeuses. Donc finalement, en réveillonnant autour d'un plateau de fruits de mer bien garni, vous leur offrez elles aussi un vrai repas de fête. Donc la prochaine fois, utilisez, Samuel, cette excuse pour en manger plus. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé. Voilà. C'est tout comme commentaire là parce que non, mais j'attendais des chutes, c'est quand même quelque chose qui permet des commentaires, Samuel. Non, je vous sens chaud bouillant. Eh ben oui, mais j'osais pas. Mais en fait, donc en gros, vous mangez les huîtres, vous donnez des coquilles aux poules. Et puis vous la servez la poule au réveillon suivant. Et voilà. Rien ne se perd. Et voilà. L'homme est un lot pour l'homme. Tout se transforme. Guillaume, un petit commentaire ? Non, ça ira. Je laisserai Samuel le conclure. Bon, dès qu'il s'agit de bouffe, on est foutu. Alors Samuel, ce constat étonnant dans la presse internationale, 2015 a peut-être été la plus belle année de l'histoire de l'humanité. Oui, alors ça c'est le titre surprenant, je vous l'accorde, de cet article du magazine américain The Atlantic. Alors attention, ce magazine ne conteste pas que 2015 fut riche en guerre, en terrorisme, en crise, catastrophe industrielle et naturelle, mais il souligne que 2015 a également vu la poursuite des progrès vers une meilleure qualité de vie pour une majorité considérable des habitants de notre planète. Alors, prenons le terrorisme par exemple. Certes, bien sûr, le nombre des victimes a été très important cette année, mais il n'est rien si on le rapporte au nombre global de morts violentes dans le monde, par assassinat par exemple, qui lui a tendance à diminuer. 2015 a également été une année où les grandes épidémies ont été absentes ou rapidement enrayées, comme Ebola. Idem pour la famine, la proportion de la population mondiale sous-alimentée a continué de diminuer. Et ce magazine américain voit-il d'autres raisons de se réjouir ? Ben oui, d'importants progrès dans la lutte contre la mortalité infantile, des progrès encore dans la scolarisation des enfants, des avancées politiques aussi. Globalement, les atteintes aux droits de l'homme ont diminué dans le monde en 2015, le nombre de démocraties a progressé. Voilà donc, Pierre, le constat de ce magazine. Fin 2015, le monde s'est retrouvé plus instruit,
mieux nourris, plus sains, plus libres, plus riches. Aussi, pour la première fois, le taux de la population mondiale vivant dans une extrême pauvreté est passé sous la barre des 10%. C'est le paradoxe de cette année 2015 qui s'achève, triste bien sûr par bien des aspects et en même temps encourageante, pleine d'espoir. Eh ben, merci pour ce décryptage, on comprend un peu mieux. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, sortez-nous votre boule de cristal. Quelle sera la croissance en 2016 ? Est-ce que ce sera mieux qu'en 2015 ? Bah écoutez, plutôt mieux que la boule de cristal, je vais vous sortir les prévisions du gouvernement qui tablent cette année sur une croissance de 1,5%. Donc oui, ce sera mieux qu'en 2015, puisque l'an dernier c'était 1,1%. Alors néanmoins, il y a Christine Lagarde qui vient jouer les troubles fêtes parce qu'elle est venue avec 2 mauvaises nouvelles dans sa besace. Elle dit attention, vous avez les États-Unis qui viennent de relever leur taux d'intérêt. Alors ça a l'air un peu technique, mais ça veut dire que si l'Amérique relève ses taux, vous avez une pression à la hausse partout dans le monde, y compris en Europe. Vous voyez, les taux remontent. Puis le deuxième côté négatif, c'est comme le livret A. Quand les taux du livret A remontent, ça attire les capitaux. Et bien comme l'Amérique relève ses taux, l'Amérique aspire les capitaux du monde entier qui du coup quittent le Brésil, quittent l'Inde, quittent la Russie. Et donc vous voyez, c'est de nature à déstabiliser tous les pays émergents. Et puis l'autre mauvaise nouvelle que Christine Lagarde souligne, c'est le ralentissement continu de l'économie chinoise, ce qui fait dire à Christine Lagarde que, je la cite, que 2016 pourrait être une année décevante du point de vue de la croissance. Bon, voilà. Ça veut dire quoi pour nous concrètement en France ? Alors, ça voudra dire que ça va être décevant aussi en France, d'autant que il y a eu les attentats. L'INSEE vient de réviser à la baisse suite à ces attentats ses prévisions de croissance sur le 4e trimestre 2015. Donc oui, on pourrait avoir une croissance décevante avec, bien sûr, si on a une croissance décevante, si on a moins de 1,5%, ça veut dire que le chômage ne baissera pas. Vous savez, en dessous de 1,5% de croissance, le chômage ne baisse pas. Très embêtant pour François Hollande, puisqu'on sera à quelques mois des élections de 2017. Or, je vous rappelle qu'il a conditionné sa possible candidature à une éventuelle inversion de la courbe du chômage. Alors néanmoins, Pierre, comme je suis un peu pervers, je vais terminer par une bonne nouvelle pour l'économie française, qui est aussi une très mauvaise nouvelle pour les salariés. C'est que 2016 est l'année anti-jour férié. C'est une année où nous allons travailler, puisque figurez-vous, et ça va être bon pour la croissance, le 1er mai, le 8 mai et Noël tombent un dimanche cette année. Bon, bonne année quand même. Oui, bonne année quand même. Ça n'a pas l'air de vous plaire, Samuel. Non, c'est nul ça. Enfin, nous, les journalistes, on travaille les jours fériés. Tout le temps. Après, on les récupère en même temps. C'est vrai. Faut pas trop le dire. Fallait pas le dire. À la télé, non mais attendez. On n'est pas dupe. À la télé ce week-end, mon cher Guillaume Janton, Puppets, le grand show des marionnettes, et c'est samedi soir à 20h55 sur TF1. Et oui, 20 ans après l'arrêt du Bébête Show, TF1 renoue avec les marionnettes. Alors cette fois-ci, on n'est pas dans la satire politique, mais dans le pur divertissement. Dans Puppets, le grand show des marionnettes, 16 artistes vont s'affronter sur la grande scène du Puppets Club en proposant des numéros très variés. Le tout sous le regard amusé non pas d'un jury, mais de 3 invités, Jean-Marie Bigard, Willy Rovelli et Chantal Latsou, de grands professionnels de l'humour, mais un tout petit peu moins des marionnettes. Dis donc, alors là c'est extraordinaire, c'est un ventriloque, on n'en voit pas du tout parler. Bah non, c'est le but. Non, mais il y a des... Voilà. C'est la vraie ou c'est Marc-Antoine Lebray ? Non, c'est la vraie, on dirait. Alors demain, vous découvrirez des marionnettes ventriloques, donc magiciennes, comédiennes, bref, tous les talents, même les plus surprenants, comme Lénore, une peluche bleue au physique improbable et à la voix improbable. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Voilà, je vous avais prévenu sur le côté improbable. Ça vous plaît beaucoup, Pierre ? Oui, je trouve ça très drôle. À la fin de la soirée, comme souvent dans les divertissements... mais comme disait Coluche, à l'intérieur, il y a une surboom, il y a un bordel. Ouais. Voilà. Non, mais ça se voit pas, mais je suis mort de rire. Il y aura d'autres numéros qui vous plairont beaucoup, Pierre. Alors, à la fin de la soirée, comme souvent dans les divertissements de TF1, il y aura un grand gagnant qui remportera 15 000 €. Et je peux vous dire que beaucoup d'artistes se sont bousculés pour participer à cette grande première de Puppets. Certains se sont même fait refouler au casting. Bonjour, je suis Casimir. Qui ça ? Casimir, voyons. Ah ben, connais pas. Vous savez, le monstre gentil, le gloubi-boulga, l'île aux enfants. Voici venu le temps. Stop ! Ça suffit, mon chéri, ok ? Ça ne me dit rien, alors tu sais d'insister, j'ai du travail, moi. Non, mais attendez. Voilà, j'imite très bien Casimir. Ah, ça c'était Guillaume Janton, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas fait la distinguo. Un grand malaise s'est emparé de ce studio. Alors, il y a plein de choses originales dans cette nouvelle émission. Tout d'abord, la présentation assurée par Jean-Luc Reichmann en binôme avec Miss Easy, une marionnette, des artistes qu'on a vus nulle part ailleurs, et puis un joli décor qui dépoussière un peu le genre. Demain soir, les marionnettes tirent les ficelles sur TF1, des personnages en mousse qui ne vous laisseront pas de marbre. Merci, c'est joli. C'est ça. beau. Il est fort, Guillaume, parce que tu as été parfait, très propre, très carré. Il a des tout petits yeux pourtant. Attendez, c'est pas l'école des fans. Ils sont... Je lui donne un indice quand même. Rideau je te sur donne le un indice. kiosque. Allez où ? Merci.